sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons notre collaboratrice bien-aimée, Elisabeth Vallet, professeure associée au département de géographie de l'UQAM. Bonjour, Elisabeth. Bonjour, Marie-Louise. Vous avez lu pour nous Atlas des migrations environnementales. C'est un trio d'auteurs qui est responsable de cet ouvrage. Dina Ionesco, Daria Mokshaneva et François Gémen. On estime qu'à chaque année, Elisabeth Vallet, c'est énorme. 25 millions de personnes doivent se déplacer sur la planète en raison de catastrophes naturelles, par exemple des tremblements de terre, inondations, sécheresses. C'était le cas d'ailleurs, le manque d'eau qui a provoqué le déplacement des gens en Syrie vers les villes. Alors, c'est une des thèses qui est discutée, parfois contestée, mais effectivement, il y a une explication climatologique aux origines de la crise syrienne. Les auteurs en parlent et justement en débattent de manière très scientifique. C'est vraiment intéressant. Merci, Elisabeth. Comment va le monde? Le 19 septembre dernier, l'Organisation des Nations Unies a réalisé pour la première fois de son histoire un sommet consacré aux migrations alors que le monde connaît la plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants des 193 pays membres se sont retrouvés à New York pour réfléchir au sort de 65 millions de migrants et réfugiés, dont nombreux sont issus de la guerre de Syrie. Une déclaration politique a été signée, mais aucune solution concrète, Elisabeth Vallet, n'a été trouvée à cette crise. Et s'il y en a une, d'ailleurs, c'est la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Pour mieux comprendre cette crise migratoire, alors que chaque année, on le disait en ouverture d'émission, jusqu'à 25 millions de personnes, c'est énorme comme chiffre quand même, sont obligées de se déplacer pour toutes sortes de raisons. On va parler aujourd'hui surtout des raisons environnementales sur la planète. Donc, nous retrouvons sur ce plateau notre collaboratrice, Elisabeth Vallet, professeure associée au département de géographie de l'UQAM et chercheur à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Donc, cet atlas que vous avez lu pour nous, l'atlas des migrations environnementales, 3 chercheurs donc l'ont réalisé, Dina Ionesco, Daria Mokshaneva et François Gémen. Disons-le d'emblée, vous avez beaucoup aimé cet ouvrage, que vous avez trouvé bien fait, bien organisé, bien illustré. Vous avez d'ailleurs l'intention de le mettre au programme officiel de vos cours, alors que vos étudiants qui nous écoutent le sachent. Oui. Alors, c'est une proposition intéressante quand même. Oui, c'est un ouvrage d'abord qui est fait par des gens de l'Organisation mondiale des migrations, donc les 2 co-chercheurs et François Gémen qui est au CNRS en France. Et vous savez, les atlas, ce sont souvent des prétextes à mettre de belles images dans un beau livre que l'on va vendre très cher. Celui-là est vraiment la posture complètement inverse. Ce sont des recherches scientifiques solides sur l'état des migrations environnementales qui sont encore un champ de recherche mal exploré, mal défini aussi. Et donc, ce sont les recherches scientifiques qui existent, mises bout à bout et illustrées. Les illustrations sont d'une qualité incroyable parce qu'il y a des diagrammes, par exemple, sur le lien qu'on peut faire entre certains conflits et les questions environnementales. Oui. On le disait en ouverture d'émission, Elisabeth Vallet, on peut faire un lien direct entre l'accès à l'eau en Syrie, donc le déplacement des populations vers les villes, Alep notamment, bien sûr, mais Damas aussi, et cet éclatement de ce qu'on a appelé plus tard le printemps arabe qui a mené d'une certaine façon à la guerre actuelle. Si vous vous souvenez bien, avant le printemps arabe, ce qui tenait le haut du pavé dans les discours au niveau mondial, c'était l'insécurité alimentaire. Oui. Ce qui est passé à la trappe sous l'effet, et les Européens s'en souciaient beaucoup, mais à partir du moment où ça a eu un effet proche de leur porte, là on s'est mis à ériger des murs. Mais donc cette notion d'insécurité alimentaire était là, notamment en raison des changements climatiques et de l'insuffisance et de la surexploitation des ressources du sud par le nord. Ils en parlent aussi dans l'accaparement des terres, ils en parlent dans cet ouvrage. Et effectivement, la Syrie a été soumise à plusieurs années de sécheresse, au terme duquel le prix du blé, des matières premières, ce qui a aussi été l'élément déclencheur du printemps arabe à Tunis, mais a commencé à flamber. Ces gens déplacés ont généré aussi des pressions sur l'eau dans ces villes syriennes. Et lorsque les adolescents qui avaient fait un graffiti sur un mur anti-gouvernemental ont été arrêtés puis rendus à leur famille torturés, c'était l'étincelle qui manquait pour faire flamber la Syrie. Alors, ceci est discuté. Ils en parlent aussi vers la fin de leur livre en disant le climat n'est pas un facteur unique d'explication de quelque chose. Et en fait, je pense que Francis va être d'accord avec moi quand on dit à nos étudiants vont être très, vous savez, on est paresseux. S'il y a une explication qui satisfait le phénomène, on va l'utiliser. Alors moi, je leur dis toujours, il faut que vous ayez 5 facteurs concomitants. Oui, le climat, oui, le pétrole, on peut avoir tout un tas, mais il faut qu'il y en ait d'autres. Alors, je trouve que cet ouvrage fait très bien le tour et à un moment
moment donné, parle de la multicausalité des migrations. On va migrer, oui, parce que les terres sont accaparées, parce qu'on ne peut plus les exploiter, ou qu'il y a un phénomène, un changement environnemental qui va nous déplacer. Comme au Bangladesh, Comme au Bangladesh. Ouais. Et le Bangladesh, ça, c'est intéressant comme exemple. c'est un pays qui est très largement au niveau de la mer. Oui. Donc, dès lors qu'il y a des moussons, eh bien évidemment, c'est un pays où on est habitué de voir des migrations, mais des migrations pendulaires, temporaires, avec une migration de retour. Mais là, ce qui change, c'est qu'avec la montée des eaux, il n'y aura pas de migration de retour, il n'y aura pas de migration pendulaire. Et ce faisant, ils vont se retrouver au pied du mur que l'Inde a construit tout le tour du Bangladesh. Donc, ils risquent d'être inondés, eux, au cours des prochaines années, carrément. Et le mur ne tiendra pas. Parce qu'à un moment donné, la pression migratoire va être tellement forte. D'abord, le mur s'effondre déjà sous l'effet de la mousson, mais sous l'effet de hordes de gens, ça changera les choses. Ce qui est intéressant, Elisabeth, c'est qu'on fait l'histoire aussi des migrations liées à des causes dites environnementales. On remonte jusqu'aux civilisations mayas. Mésopotamiennes, même avant. Mais effectivement, les Mayas, vous savez, je ne sais pas si nos étudiants ont certainement tous regardé les Cités d'Or. Moi, ça a bercé ma jeunesse. Et la mort des Cités d'Or, donc, est expliquée dans cet ouvrage. Mais aussi, si vous vous souvenez, on avait commenté un livre qui s'appelait The Year Without Summer. C'est à propos de 1816 et de cette année où un nuage volcanique avait enrobé la Terre et avait généré à l'autre bout de la Terre, c'était un volcan en Asie, avait généré la création de Frankenstein en Suisse. Absolument. Parce que ça se passe au 19e siècle. D'ailleurs, Turner a peint ces ciels enflammés. Hein? Et tous ces artistes-là étaient d'ailleurs réunis en Suisse. Donc le climat, les changements climatiques ont de multiples effets. Donc un des effets, c'est effectivement de générer des migrations d'artistes à d'autres endroits et donc une autre forme d'art. Et puis effectivement de mettre fin à certaines civilisations. La grande famine, par exemple irlandaise de 1845 à 1852, a quand même généré le déplacement de 2 millions de personnes d'Irlandais vers les États-unis. Nous n'aurions pas eu Kennedy sans la grande famine. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça, de créer des pays aussi. Le Canada, c'est un pays de migration. On existe parce qu'il y a eu la migration. Et puis par vague, en plus. Bien sûr. Ça, au début du 20e siècle, c'est les populations pauvres d'Europe de l'Est qui viennent dans les prairies, à Winnipeg, tout ça. Pour des raisons de pauvreté, pour des raisons de sécheresse, pour des raisons... C'est ça. Et ce que le livre explique très bien, c'est que oui, il va y avoir un état de pauvreté, mais à un moment donné, il va y avoir un autre facteur qui peut jouer. Ce facteur peut être le climat, et va pousser les gens à migrer. Et il parle beaucoup de la décision de migrer. Lorsqu'on regarde, par exemple, les images d'Alep, on est en droit de se demander pourquoi ceux-là sont restés à Alep alors que les autres sont partis. Et donc, il y a une explication de l'immobilité forcée. Parce que, et c'est ce qu'ils expliquent très bien, la migration à l'international a un coût très élevé. Il faut avoir un capital, non seulement financier, mais aussi intellectuel, social, pour pouvoir faire cette démarche-là. Alors donc, ils opposent la mobilité volontaire, la mobilité forcée, à l'immobilité forcée qui va faire qu'on va avoir des populations qui vont être piégées dans des conditions absolument désastreuses. Oui, on a déjà parlé ensemble d'ailleurs de la somme d'argent en moyenne que peut dépenser une famille pour quitter un pays en guerre. C'est énorme, là. C'est colossal. On a... c'est des milliers et des milliers de dollars. Effectivement, les Syriens qui essayent d'accéder à la frontière américaine en passant par la Colombie puis la jungle du Panama vont débourser plus que l'équivalent d'un billet en classe affaires pour le même trajet. Et vraiment nettement plus. Et parlant d'argent, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à un moment donné, ils disent, maintenant, et on a du mal à évaluer les migrants, mesurer le nombre de migrants environnementaux, mais en admettant qu'on prenne une mesure médiane entre toutes les évaluations qui ont été faites, cet ouvrage dit, est-ce qu'on peut mesurer ce que coûte l'adaptation au changement climatique pour protéger ces populations? Et est-ce qu'on peut mesurer en miroir, en quelque sorte, ce que coûterait le fait de ne pas chercher à s'y adapter? Et le résultat et le coût des dommages évalués tel qu'aujourd'hui, pour 2100, serait de 16,9 milliards d'euros si on ne fait rien, alors qu'il serait de 2,3 milliards d'euros si l'on agit. Et en fait, je pense que c'est beaucoup moins cher d'agir. C'est beaucoup moins cher d'agir, mais d'agir maintenant. Et ça supposerait que nos gouvernements aient la lucidité d'agir aujourd'hui pour les générations futures. C'est là où je pense que le bas blesse. Ça fait pas beaucoup partie du discours des principaux candidats des campagnes électorales à l'heure actuelle aux États-Unis, par exemple, ou bientôt en France, le discours environnemental. Parce que qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait? C'est des mesures environnementales qu'il faudrait prendre, on peut le supposer, pour prévenir des catastrophes à venir, Elisabeth Vallée. Il y a des mesures d'exploitation de l'eau, il y a des limitations à mettre en place sur l'accaparement des terres. On a une grosse responsabilité au nord. Il y a des mesures pour faire en sorte que... Parce que je pense que ce qui est important,
important de noter, c'est que la très grande majorité des migrations sont des migrations forcées et pas des migrations volontaires. Donc, ces gens que l'on voit arriver de Syrie ont attendu très longtemps avant de partir, ont vécu longtemps dans le conflit. Donc, il faut trouver des mesures au-delà de cette situation conflictuelle, mais des mesures d'adaptation qui vont faire que les populations vont choisir délibérément de rester chez elles. Et il y a des moyens d'agir. Puis je pense que tout ce livre est un plaidoyer en disant si on dresse la table correctement, si on met des images pour les gouvernants, et puis et que l'on mesure exactement le nombre de réfugiés environnementaux et que l'on qualifie ces différentes, parce que c'est un vaste pot pourri, la migration environnementale. Oui, on parle même des snowbirds. Pourrait faire partie de la migration environnementale. C'est-à-dire les gens qui se déplacent vers le sud pour la période de l'hiver. Il y en a beaucoup qui viennent du Québec, par exemple, qui vont en Floride. Et qui vont surexploiter les ressources là-bas, les ressources naturelles de Floride. C'est aussi le cas. Pendant que dans le même temps, le changement climatique fait qu'il y a une érosion des sols et une érosion des côtes, particulièrement à cet endroit-là. Puis on parle de hausse du niveau de la mer, on parle souvent de disparition des zones côtières, mais il y a aussi de l'infiltration de cette eau de mer dans les nappes phréatiques qui vont devenir salines et vont devenir à terme non exploitables. Ou alors en Californie, ils l'évoquent aussi, c'est nappes phréatiques qui se vident très vite aujourd'hui, mais lorsqu'elles se vident, ça reste pas en suspens. Le plafond de la nappe phréatique s'écrase sur le plancher de la nappe phréatique. Quand l'eau revient, il n'y a plus d'espace pour la remplir. Donc ce qu'ils expliquent vraiment très bien, c'est tous les moyens que l'on pourrait mettre en œuvre à partir du constat qu'ils établissent pour éviter probablement de faire en sorte que la planète au complet soit touchée irrémédiablement et que ça coûte extrêmement cher et que nos générations futures soient irrémédiablement affectées par ça. Il est beaucoup question d'une chose dont nous avons parlé fréquemment ensemble, c'est-à-dire le sort des femmes qui migrent. Quand on le compare au sort des hommes, c'est très différent, Elisabeth Vallée. On le voit à la lumière de cet atlas, encore une fois. Dans notre jargon, on parle de sexospécificité de l'immigration. Et effectivement, les migrations d'hommes et les migrations de femmes ne sont pas vues de la même manière, n'ont pas la même origine. Il y a des évolutions aussi. On voit de plus en plus, alors que ça n'était pas le cas auparavant, les migrations pendulaires faisaient que les hommes allaient au nord travailler pour envoyer de l'argent aux familles, alors que désormais, en raison de l'insécurité, des problèmes climatiques, de l'incapacité à nourrir les enfants, ce sont aussi les femmes qui partent vers le nord, avec tout un tas d'éléments qui rentrent dans le processus migratoire. Et par exemple, les femmes qui viennent d'Amérique centrale et qui prennent donc les trains à travers le Mexique vers le nord pour aller à la frontière mexicano-américaine, la franchir, ont tellement intégré le viol comme étant un élément du processus de migration qu'elles prennent la pilule la contraception par anticipation et qu'elles la font prendre à leurs filles, même si elles ne sont pas menstruées, au cas où. Et les chiffres sont astronomiques. Ça fait partie. Elles ne se disent pas qu'elles vont peut-être être violées. Elles se disent qu'elles vont être violées et qu'il faut que ça soit intégré. Voilà, donc cet atlas des migrations environnementales est publié aux éditions des presses de Sciences Po. Merci beaucoup, Elisabeth Vallée, de l'avoir parcouru pour nous. Plus on est de faux, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault. Sur ICI Radio-Canada, première.